Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2670 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 14 novembre avec des anniversaires et on commence avec celui de Samuel Umtiti, le défenseur français fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à lui, actuellement il évolue du côté de Lille, il avait évolué à Lyon, même au Barça les années précédentes et on se souvient tous de sa grosse Coupe du Monde en 2018 où il avait été quand même buteur en demi-finale contre la Belgique et d'Eden Hazard, une victoire 1-0, donc bon anniversaire à Umtiti. Et également des autres joueurs comme Christopher Nkunku, le joueur de Chelsea, il fête aujourd'hui ses 26 ans, petit rappel, il est blessé comme depuis le début de la saison, il devrait revenir après la trêve internationale, Nkunku, ou par exemple Mazraoui, le défenseur droit marocain du Bayern Munich, qui fête aujourd'hui ses 26 ans. On continue, on va parler de l'équipe de France parce que là, vous savez, c'est la trêve internationale. On va revenir sur la journée d'hier à Clairefontaine avec l'arrivée des Bleus. Et il y a tout d'abord Jules Koundé qui est arrivé à Clairefontaine, toujours avec son style à lui. On a l'impression là que c'est un acteur de la saga Matrix, vu comment il est habillé. Mais c'est vrai que tout le temps, il a son style à lui vestimentaire, on le sait. Jules Koundé. On peut voir aussi Kylian Mbappé qui est bien arrivé, bien sûr, du côté de Clairefontaine. La même chose pour Olivier Giroud. La même chose pour Eduardo Camavinga. On peut voir qu'il y a un petit pansement là au niveau de l'œil, c'est que il s'était blessé à l'œil là lors d'un des derniers matchs du côté du Real Madrid. Youssouf Fofana, le joueur de Monaco, on peut voir aussi Brice Samba, William Saliba, on peut voir Kingsley Coman, Marcus Thuram, Ousmane Dembélé qui a été un petit peu chambré, on peut dire, par celui qui gère le TikTok officiel de Prime Video, il a dit. Donc Ousmane Dembélé plus efficace en outfit, donc c'est-à-dire en habit, que face au but. Bon, voilà ce qu'ils ont pu mettre, tout simplement par rapport à la tenue d'Ousmane Dembélé. Ou bien sûr, on peut parler aussi du jeune Warren Zaïre parce que c'était sa première convocation, on sait, en équipe de France A et c'est l'attraction et ça fait même la une aujourd'hui du journal L'équipe. Donc le petit bleu de Clairefontaine en parlant tout simplement de Warren Zaïre. Donc c'est l'attraction du rassemblement des Bleus cette semaine avant les matchs contre Gibraltar et en Grèce, tandis que l'équipe de France a déjà en poche son ticket pour l'Euro. On sait que déjà l'équipe de France déjà officiellement qualifiée, c'est simple, l'équipe de France a tout gagné. Il reste plus que 2 matchs à jouer. Donc contre Gibraltar, ça sera samedi qui arrive là et contre la Grèce, ça sera mardi prochain, dans une semaine, jour pour jour. Donc ce serait bien de tout gagner pour faire carton plein, que des victoires lors des éliminatoires de l'Euro. Donc voilà les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Donc les Bleus pourront compter sur Warren Zaïre. On pense bien sûr que Deschamps lui donnera du temps de jeu, bon peut-être pas titulaire, mais il jouera certainement un des 2 matchs, une fin de match on peut dire. Le jeune Warren, et quand on pense à son ascension, c'est fou. Donc il y a encore un an, il joue avec les U19 du PSG, je m'en souviens parce que j'en parlais quand il évoluait en Youth League, vous savez, la Ligue des Champions Juniors avec le Paris Saint-Germain, et un an plus tard il est en équipe de France A. L'ascension est folle. Il joue en U19. Ensuite, il a intégré le groupe pro du PSG. Il est devenu titulaire indiscutable. Il a intégré l'équipe de France Espoir et maintenant il intègre le groupe A à seulement 17 ans. En un an, les gars, c'est quand même très fort ce qu'il est en train de réaliser. Le jeune Warren Zaïre, quelques photos de lui. Il y a une photo avec Thierry Henry. Donc Henry n'a pas dirigé l'entraînement de l'équipe de France A. C'est juste qu'il est venu lui faire un petit coucou, tout simplement, Henry, parce que c'était son ancien joueur, qui a monté tout simplement en équipe A des Bleus. Donc toujours avec le jeune Warren, il y a une photo de lui avec Olivier Giroud. Et c'est vrai que c'est la photo des extrêmes. Giroud 37 ans, Warren Zaïre 17 ans. Il y a quand même 20 ans d'écart entre les deux joueurs là sur cette photo. Donc la relève, on peut dire, et le joueur qui est là depuis quand même pas mal d'années, bien sûr. Je crois qu'en plus Giroud, on en parlait, ça faisait plus de 12 ans sur ces derniers jours là, jour pour jour, qu'il avait disputé son premier match du côté des Bleus. Toujours avec Warren, donc il portera le numéro 8 avec l'équipe de France. Voilà, c'est pour ce rassemblement, ça sera le 8 dans le dos pour le jeune Parisien. Toujours sur l'équipe de France, donc Didier Deschamps sur Warren Zaïre, parce qu'hier il était en conférence de presse, Deschamps, hier lundi soir. Donc il a dit laissez-le tranquille, n'en faites pas trop avec lui. Il est mis en lumière, c'est forcément au détriment d'autres joueurs qui sont là depuis un moment. Il faut lui laisser du temps, même s'il a la capacité par rapport à ce qu'il fait à Paris. Il y a une résonance importante avec les Bleus. Je ne vais pas le cajoler un peu plus parce que ça voudrait dire que je le considère à part. Donc voilà, il a dit il faut le laisser, parce que c'est vrai que c'est l'attraction quand même. Il est tout jeune, c'est le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis quasiment plus de 100 ans et voilà, c'est pour ça qu'il est beaucoup mis en lumière actuellement. Voilà, Deschamps essaie de dire à tout le monde de le laisser tranquille, tout simplement, le jeune Warren. Toujours avec Deschamps, avec sa conférence de presse, il est revenu aussi sur l'étonnante sortie de Luis Enrique concernant Mbappé. C'était samedi dernier où Mbappé a marqué un triplé contre Reims et Luis Enrique a dit qu'il n'était pas content du match de Mbappé, il devait faire plus, tout ça. Deschamps, il a réagi, il a dit « Je ne suis pas là pour allumer qui que ce soit, je ne sais pas ce
qu'il lui demande à chaque match dans des positionnements et des systèmes différents dans la gestion et la communication. Je ne dis pas que ce que Luis Enrique a fait n'est pas bien, je peux le faire différemment. Enfin, il peut le faire différemment. Donc voilà ce qu'a pu dire Deschamps par rapport à ça. Toujours avec Deschamps, il prévient aussi Olivier Giroud. Il a dit il marque à nouveau au début, il faudra qu'il maintienne ça aussi jusqu'en fin de saison parce qu'il y a de la concurrence en attaque. Le premier critère, c'est de maintenir les performances. Il le fait plutôt bien. C'est son mérite, c'est pour ça qu'il est encore appelé. Mais s'il veut, parce qu'on sent l'objectif quand même de Giroud, c'est d'atteindre l'Euro l'année prochaine avec les Bleus. Donc il va falloir encore qu'il soit très performant avec l'AC Milan parce qu'il dit qu'en gros il y a beaucoup de concurrence en attaque. Mais pour moi les gars actuellement c'est l'un des meilleurs attaquants de l'équipe de France. Quand je vois Kolo Muani qui déçoit totalement, pour moi il mérite totalement bien sûr Giroud du côté des Bleus que Kolo Muani. Pour moi, qui n'aurait pas mérité tout simplement là son rassemblement au vu des dernières performances qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain. Tiens, là, il parle de Kolo Muani sur les critiques qu'il reçoit. Il a dit vous êtes trop sévère avec Kolo Muani, vous ne l'aimez pas assez, vous ne voyez pas ce qu'il est capable de faire, même s'il peut le mieux faire. Oui. Certes, en efficacité, il peut améliorer son jeu dos au but, mais en termes de générosité, il en fait beaucoup, c'est-à-dire il court beaucoup, tout ça, il fait beaucoup les efforts. Mais voilà, pour moi, un attaquant doit marquer, il marque très peu. Kolo Muani, très peu décisif avec le PSG, ou même avec l'équipe de France, c'est vrai qu'il ne marque pas souvent. Donc voilà, ce qu'a pu dire Deschamps, on va dire, il protège un petit peu, tout simplement, Kolo Muani, même si les performances sont très moyennes. Deschamps aussi défend le niveau de la Ligue 1, il a dit dans les autres championnats, ce n'est pas toujours un plaisir de regarder un match. Je n'ai jamais pris autant de joueurs de Ligue 1, ça voudrait dire que je me trompe. La Ligue 1 est compétitive, elle n'est pas moins bonne par rapport à ce que je peux voir ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui considèrent le championnat de Ligue 1 comme un championnat bas de gamme par rapport aux autres championnats, mais il dit que non les gars, c'est vraiment un très bon championnat. C'est que dans la Ligue 1, là je crois qu'il a pris à peu près une dizaine de joueurs de la Ligue 1 dans le rassemblement des 23 joueurs, c'est quand même énorme. Il y a quand même beaucoup de joueurs de Ligue 1 dans la liste, donc voilà ce qu'il peut dire sur le niveau du championnat français. Il parle aussi d'Antoine Griezmann, donc manque peut-être de reconnaissance par rapport à tout ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a pu dire aussi sur Grisou, qui est son chouchou. Il a dit en plus, tiens, il y a quelques jours, c'était à Téléfoot, avant-hier matin, que c'était son chouchou du côté des Bleus. Antoine Griezmann, il parle aussi de la formation française, est reconnue au niveau mondial, elle est indispensable pour les clubs français par l'aspect économique. C'est un moyen pour eux de pouvoir survivre économiquement. Là, il parle des centres de formation. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs français, les gars, qui sont après, qui deviennent très bons, qui font des magnifiques carrières. Et toujours avec la conférence de presse, il parle du prochain match contre Gibraltar, une toute petite nation. Donc ça sera en France, je ne sais plus où c'est, au Stade de France ou à un autre stade. Mais voilà, il dit gagner le mieux possible en jouant le mieux possible contre Gibraltar. Bon, ça devrait le faire. C'est une toute petite nation qui perd souvent ses matchs. Donc c'est samedi, jeudi, cette rencontre contre Gibraltar. Et Thierry Henry était également conférence de presse parce que les Espoirs jouent également 2 matchs là pendant cette trêve. Et tout d'abord sur la tactique après le départ de Warren Zaïre en A, vu qu'il ne sera plus là, Warren Zaïre, donc comment il va changer les choses. Il a dit la qualité sera forcément différente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être bon. Voilà tout d'abord ce qu'il a dit par rapport maintenant que Zaïre n'est plus dans son équipe. Il parle aussi du choix de Castello Luqueba en tant que capitaine parce que c'était Zaïre le capitaine de l'équipe de France Espoir et du coup maintenant c'est Luqueba qui porte le brassard. Il a dit c'est logique de par ce qu'il fait dans son club du RB Leipzig. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui dirige les gars en dehors. C'est un meneur d'hommes. Donc voilà pourquoi il a choisi tout simplement l'ancien défenseur lyonnais pour être le capitaine des Espoirs. Il parle aussi d'Eli Wahi. L'attaquant Lensois qui est convoqué, il a dit ce week-end ça a été plus difficile, il n'y a pas de problème, oui, il faut un temps d'adaptation pour qu'il soit meilleur tout simplement. Il parle aussi de Ryan Cherki avec nous, il a été bon, voire même très bon. Ce qui se passe à Lyon, c'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est qu'en équipe de France, Espoir, il joue tout le temps, il marque en plus pas mal de buts, le jeune Cherki. Mais du côté de Lyon, on sait que Grosso, il le met souvent sur le banc, tout ça. C'est que c'est très délicat sa situation actuellement en club. Donc voilà, il dit qu'en gros, il peut rien faire. C'est pas lui le coach lyonnais, mais voilà, en équipe de France, il jouera certainement. Il aura pas mal de temps de jeu. On pense Ryan Cherki. Il parle aussi de Lini Yoro, jeune défenseur français de l'équipe de Ligue, qui a fêté hier, ses 18 ans, on en parlait hier. Encore un jeune joueur qui fait de bons matchs. Il fait un travail énorme à l'heure actuelle. C'est pour ça, tout simplement, qu'il l'a convoqué. Et voilà, et n'oubliez pas qu'il a été buteur, c'était contre Toulouse le week-end dernier. Et Thierry Henry, il a dit j'ai déjà mis des triplés où je n'étais pas content de mon match. Donc là c'est par rapport à Mbappé, vous savez qu'Mbappé a mis un triplé contre Reims, il a été un peu critiqué par son coach. Donc lui aussi il a dit que des fois il a mis des triplés même s'il n'a pas été bon lors de la rencontre. Mais voilà, des fois tu peux être très bon dans un match et pas marquer de but, mais des fois tu peux être pas bon et marquer plusieurs buts.
qu'a fait, on va dire, Kylian Mbappé samedi après-midi. Et pour finir avec Thierry Henry, aussi les pas tendres avec, avec la Ligue 1, hein, parce qu'il y a eu très peu de buts jeudi, là, le week-end dernier, seulement 12 buts ont été inscrits en 8 matchs, hein, c'est peu. Et le week-end d'avant, 13. C'est vrai que ça fait seulement 25 buts sur deux week-ends de Ligue 1, c'est peu. Des fois, il y a des week-ends où tu dépasses la barre des 30 buts, alors qu'il y en a eu seulement 25 sur les deux. Dernière journée, donc il a dit, mais ce n'est pas forcément les buts. Le problème, c'est qu'hier, hein, lors du match Lens-OM, hein, il n'y a pas eu de tir cadré. Ça, c'est un gros problème. Hein, c'est que les attaquants n'arrivent plus à cadrer. Si tu n'arrives pas trop à cadrer, bah, tu n'arrives pas du tout à marquer. Donc voilà ce qu'il y a à dire, hein, sur l'équipe de France Esport. Et une petite info concernant deux forfaits, il y a une dernière minute, et c'est officiel. Mal Augusto et Quentin Merlin ont quitté le rassemblement des Bleuets. Et du coup, parce que j'étais blessé, hein, du coup, Bradley Loco rejoindra l'équipe de France Espoir ce mardi pour pallier à leurs blessures. Donc voilà, hein, concernant des joueurs blessés et un joueur qui arrive, hein, pour les remplacer. Et toujours avec l'équipe de France, que ce soit A et Espoir, donc les membres de l'équipe de France ont observé donc hier une minute de silence en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, parce que hier ça faisait 8 ans jour pour jour. On se souvient ce qui s'était passé. En plus, il y avait eu un match France-Allemagne ce soir-là, à France avec le Bataclan, tout ça, les attentats, donc c'est pour ça qu'il y a une minute de silence, hein. Hier du côté de Clairefontaine. On quitte la France, direction le Brésil. Tiens, l'arrivée d'Hendrick, lui aussi, on parlait tout à l'heure du jeune Warren Zembri à 17 ans. Mais Hendrick, c'est pareil, à 17 ans, est arrivé au rassemblement de la sélection brésilienne. Donc l'occasion pour lui de rencontrer ses futurs coéquipiers du Real, Rodrigo et Vini, qui sont également convoqués. Donc voilà, une petite photo de Hendrick, hein, ça a seulement 17 ans. On n'avait plus vu ça du côté du Brésil depuis Ronaldo R9, 17 ans également. C'était en 1993 quand il a fait ses débuts, Ronaldo R9. Donc voilà, Hendrick, les gars, pépite de Palmeiras, futur joueur du Real Madrid, il arrivera en juillet 2024. Il est arrivé tout simplement du côté du Brésil. Par exemple, Vini Junior qui connaît, ça sera son futur coéquipier du côté du Real. Et toujours du côté de la sélection brésilienne, Ederson est forfait pour le rassemblement du Brésil. Il s'est blessé pendant la rencontre face à Chelsea, hein, Chelsea City, où il y a eu 4-4, c'était avant-hier. Et du coup, il s'est blessé, du coup, il est forfait. Pour le remplacer, ce sera le gardien de l'Atlético Paranense, Bento, qui remplacera tout simplement Ederson. N'oubliez pas que le Brésil va jouer quand même deux gros matchs, hein, contre la Colombie et contre l'Argentine. Il y a un Brésil-Argentine là, prévu dans quelques jours, c'est un match pour se qualifier, hein, pour la future Coupe du Monde 2026. Du côté de l'Uruguay, voici la liste des joueurs convoqués. Elle a été donnée très tardivement. Et on peut voir, on peut voir quasiment tout le monde est là. Et regardez même le joueur tout en bas à droite, c'est Luis Suarez, il fait son retour. Donc il n'avait plus été convoqué depuis la Coupe du Monde 2022, où il avait joué cette Coupe du Monde. Et après, il y a eu quelques rassemblements, au moins 3 ou 4. Il n'avait plus été appelé. Et il a été appelé là pour ce rassemblement. Luis Suarez, l'attaquant de Grêmio, n'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il a inscrit un triplé, hein, en club. C'était ça qui l'a fait revenir, on peut dire, en compétition. Donc il affrontera son ami, tiens, Lionel Messi et l'Argentine jeudi. Hein, il y a un Uruguay-Argentine jeudi. Et Suarez, on sait que c'est un grand ami avec Léo Messi. Les deux s'affronteront lors de cette rencontre. On va parler aussi, tiens, de ce joueur, et c'est mérité pour lui. Donc officiel, Dalinga est convoqué pour la première fois avec les Pays-Bas. Donc c'est l'attaquant toulousain, tiens, qui a été buteur contre Lille. Il y a eu un partout, il a été buteur jeudi dernier contre l'équipe de Liverpool, ça, qui est sur les 5 derniers matchs. À chaque fois, il a marqué un but. Voilà, toutes les rencontres, et du coup, il est convoqué. Donc en gros, il remplace des joueurs. Hein. Donc il a 23 ans, parce qu'en gros, il y a des blessures du côté des Pays-Bas. Bergwijn et Brobey, les deux sont blessés, et du coup c'est pour ça que le sélectionneur néerlandais a appelé Dalinga pour combler la blessure des deux que je vous ai cité juste avant. On va parler de la CAN. Donc quand on était hier, ça j'ai oublié de le dire, donc on va dire aujourd'hui pour un jour, hein. Donc on est le 14, donc c'est exactement le 13. Donc la CAN 2024 commencera dans 2 mois jour pour jour. Quand on était hier, quand on était le 13 novembre, donc voilà, ça commence le 13 janvier prochain, cette Coupe d'Afrique des Nations qu'on va parler bien sûr de plus en plus, parce que c'est dans 2 mois, et bien sûr ça approche. Et tiens, Riyad Mahrez, à propos de la CAN 2024, il a dit, hein, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est spécial, il n'y a pas de favori, ou peut-être la Côte d'Ivoire parce qu'elles sont à domicile. L'Afrique, c'est vraiment un continent spécial avec des conditions spéciales. Celui qui sera le mieux préparé avec un petit peu de chance de réussite ira au bout de cette compète. À cette CAN, il y a beaucoup d'équipes costauds. C'est vrai qu'on a de l'expérience avec l'Algérie en 2019, on a gagné en 2022. On est sorti au premier tour, hein. On connaît ce tournoi et ses difficultés. À nous de répondre présent dès le début lors de cette CAN. Donc voilà tout d'abord ce qu'il peut dire, hein. Il dit qu'en gros, il n'y a pas trop d'équipes favorites, parce que en gros il y a tellement d'équipes qui peuvent potentiellement la remporter que voilà, c'est compliqué d'en sortir une. Il dit peut-être la Côte d'Ivoire, vu que c'est eux qui organisent tout simplement cette CAN, et quand tu joues à domicile, des fois tu as le soutien du public derrière, hein, derrière toi. Il parle toujours aussi parce qu'il a une interview avec l'équipe, hein, le journal de l'équipe. Donc il parle aussi du trophée du Ballon d'Or africain 2023 qui sera décerné il y en a à peu près un mois. Il a dit: j'ai été un acteur majeur en première ligue saison dernière, FA Cup, un peu moins en Ligue des Champions,
N'oubliez pas qu'il a fait le triplé quand même la saison dernière. Mais sur les dernières années, j'ai toujours été important dans cette compétition de la LDC. Il y a une forme de logique à ce que je sois récompensé par ce titre européen. Après, j'ai entendu qu'on essayait aussi de pousser pour le gardien du Maroc, Bounou. C'est vrai qu'il a gagné la Ligue Europa, mais ça ne veut en aucun... Enfin, ça ne vaut en aucun cas un triplé historique avec City, donc on verra. Donc il dit que lui, il le mérite de le gagner. Bounou aussi, parce qu'il entend des échos, il dit que du côté du continent africain, qu'on pousse pour que ce soit Bounou qui remporte le ballon d'or africain avec la magnifique Coupe du Monde qu'il a pu faire, bien sûr avec le Maroc. Il y a Victor Osimhen, je pense qu'il peut le remporter, bien sûr, ce ballon d'or, avec tout ce qu'il a marqué comme but du côté de Naples saison dernière. Donc on verra, voilà ce qu'il peut dire. Et il dit, normalement, il y a toujours aussi les joueurs Mané, Salah, mais l'année dernière, sur le plan collectif, ça a été un peu plus difficile pour eux. Moi, il dit, j'ai gagné le triplé, j'ai mis 20 buts et 15 passes décisives, sélection comprise. C'est pour ça qu'il sera très bien classé, voire peut-être le vainqueur avec le triplé. En plus, Première Ligue, FA Cup et Ligue des Champions gagnés. Ça peut être Riyad Mahrez qui peut remporter ce ballon d'or. Enfin, on le saura dans un mois. Toujours avec lui, on me voit comme un joueur personnel. C'est un cliché. Comme je dribble plus que la moyenne, c'est ce que les gens vont retenir dans leur esprit. Pourtant, je ne suis pas égoïste. Nous, les rebeux, entre guillemets, on est souvent perçus comme ça. C'est juste que je donne l'impression de garder le ballon plus que les autres. Voilà ce qu'il peut dire. C'est vrai que lui, la plupart des gens, quand ils parlent de Riyad Mahrez, ils pensent que c'est un genre dribbleur qui joue trop personnel, tout ça. Il dit que c'est le cliché en gros qu'il a envers lui. Y a-t-il des dribbleurs qui vous ont inspiré? Donc il a dit oui, Lionel Messi. Il y a aussi Hatem Ben Arfa. Il était trop fort dans le dribble, c'était grave sur ses qualités. Il méritait une autre carrière. On sait que Hatem Ben Arfa n'a pas fait les meilleurs choix dans sa carrière. Après les Algériens, on a ça. Nous aussi, on a également des talents incroyables. Donc Brahimi au niveau de l'élimination, c'est grave. J'aime bien les qualités aussi d'Adam Ounas aussi, qui est un très bon dribbleur. Donc voilà ce qu'il a pu dire aussi. Riyad Mahrez. Et toujours avec lui, donc c'est vraiment moi qui ai décidé de partir. Donc c'est vrai qu'il a passé plus de 5 ans à City. Avant il jouait à Leicester, il est arrivé à City, il est resté 5 ans. Et il dit vraiment que c'est pas City qui l'a poussé pour quitter le club. C'est vraiment lui tout simplement qui a voulu quitter Manchester City pour aller tout simplement jouer du côté de l'Arabie Saoudite. C'est du côté de Al Ahly, son nouveau club. Donc voilà, c'est vraiment lui qui a pris les premiers pas, on va dire, pour quitter bien sûr le championnat anglais. On continue, on va parler de Mbappé. Donc d'après RMC Sport, si Mbappé veut venir, donc on parle du Real Madrid, il faut qu'il fasse le boulot, affirme une source du Real Madrid à RMC Sport. Le Real ne veut pas être le dindon de la farce si Mbappé décide de finalement reprolonger au PSG à la fin de la saison. Sa parole a perdu beaucoup de valeur aux yeux des dirigeants merengues après l'épisode du printemps 2021 où il avait dit, je ne sais pas s'il avait dit ouvertement, mais voilà, il est en fin de contrat. Puis tout le monde pensait du côté de Madrid qu'il est arrivé, vu qu'il est en fin de contrat. Au dernier moment, il avait reprolongé du côté du PSG, c'était pas du tout passé, du côté du Real Madrid. Donc depuis cet épisode-là, et du coup, il a perdu en gros, il a perdu beaucoup de valeur aux yeux des supporters, du Real Madrid, tout ça. Donc le Français devra leur faire le premier pas s'il veut rejoindre la capitale espagnole. Donc ça sera Mbappé vraiment de faire le premier pas, de peut-être dire refuser déjà une prolongation du PSG, de dire peut-être à la presse sur ses réseaux sociaux qu'il a envie d'ailleurs, en mentionnant peut-être pas le Real Madrid directement, mais voilà, ça sera lui de faire le premier pas s'il veut aller du côté de la capitale espagnole saison prochaine. Kylian Mbappé et Rodrigo, lui qui joue déjà du côté du Real, sur Kylian Mbappé, il a dit: est-ce que je le recruterais au Real Madrid si je pouvais? Bien sûr, c'est un joueur de haut niveau, Rodrigo serait très content d'évoluer avec l'attaquant français. Toujours du côté du Real, donc ce joueur on l'annonce beaucoup à Madrid et c'est vrai que ça chauffe. Donc Alphonso Davies souhaite rejoindre le Real Madrid. Le Canadien refuse de prolonger son contrat avec le Bayern. Donc lui il est en fin de contrat en 2025. Donc il reste un an et demi de contrat, mais l'été prochain en 2024 il ne restera plus qu'un an de contrat. Et vu qu'il refuse actuellement de prolonger, donc le Bayern sera obligé de le vendre, sinon il pourrait partir libre en 2025, ce qu'ils ne veulent pas bien sûr le Bayern. Donc c'est pour ça qu'il y a de fortes chances qu'il aille au Real l'été prochain. Lewandowski répond à ceux qui l'accusent de ne pas avoir tapé dans la main de Lamine Yamal. C'était lors du match Barça-Alaves, c'était avant-hier. Et parce que peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi, Lamine Yamal venait taper la main sur Lewandowski. Lewandowski, les gars, lui a mis un de ses gros vents, ça se fait pas. Bref, donc il a dit honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'était un accident total. En ce qui concerne ma relation avec lui, je l'ai aidé à plusieurs reprises et je lui ai donné des conseils même dans ce match. Il est normal de dire ou de crier quelque chose sur le terrain. Toute cette situation est un accident total et n'a pas d'interprétation ou de signification. Donc voilà la réponse de Lewandowski par rapport au gros vent qu'il a mis au jeune Lamine Yamal de seulement 16 ans.
Isco a reçu le titre d'homme du match à 9 reprises sur ses 13 matchs de Liga cette saison. Bah tiens, il y avait un match là, c'était FC Séville contre le Betis Séville, c'était avant-hier. Et de nouveau, il a été élu MVP à 9 fois sur 13 matchs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Donc arrivé libre au Betis Séville l'été dernier, le milieu espagnol de 31 ans s'est engagé pour une seule saison. Donc en gros, bah, il sera libre en fin de saison prochaine, en fin de saison là, au 30 juin 2024. Et c'est vrai qu'il peut intéresser, je pense, pas mal de clubs. Hein. L'ancien joueur du Real Madrid. Sancho est dans le viseur de la Juventus Turin, donc la vieille dame souhaite enrôler le Mancunien sous la forme d'un prêt dès janvier. Les dirigeants de Manchester United ne sont pas disposés à négocier, sauf si offre de transfert, parce que lui, on sait, enfin, je ne sais pas si vous le savez, je vais vous le dire, il est complètement écarté. Il ne peut plus s'entraîner avec l'équipe A, il s'entraîne avec les U23, il ne peut même plus venir dans les vestiaires de l'équipe professionnelle, il n'est même plus dans le groupe de WhatsApp des joueurs de Manchester. Et du coup, ça sent le départ. Et la Juventus, c'est quand même une équipe depuis quelques semaines, voire quelques mois, qui s'intéresse fortement à Sancho. Et toujours avec lui, donc il y a Sancho et Richarlison, donc j'ai dit il y a la Juve pour Sancho, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite et également pour Richarlison. Donc les deux joueurs sont ciblés par des clubs saoudiens en vue du mercato hivernal. On va parler de Spalletti soutient son successeur Rudi Garcia, parce qu'on sait que Rudi Garcia, bon aujourd'hui, officiellement, il est encore coach de Naples, mais bon, on pense dans la semaine, ça sera fini pour lui. Et après la défaite face à Empoli, qu'il ne va absolument pas perdre, il a perdu 1-0, c'était ce week-end. Son prédécesseur, donc l'ancien entraîneur de Naples, donc Spalletti, en gros le défend, donc l'a soutenu publiquement et juge injuste les comparaisons avec la saison dernière, qui a été bien meilleure, bien sûr, pour Naples. Donc voilà, Rudi Garcia a du soutien de Spalletti, mais ça sent très mauvais pour lui, il devrait se faire virer. Et on annonce beaucoup Igor Tudor. Et Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, a proposé un contrat d'une année à Igor Tudor. Donc le Croate aurait souhaité un contrat un peu plus long, mais aurait finalement donné son accord avec les conditions fixées par le président napolitain. Donc en gros, à Naples, avant de virer tout simplement Rudi Garcia, il faut déjà avoir le nouveau coach. Le nouveau coach devrait être Igor Tudor. Donc là, quasiment c'est OK. Donc dès que ça sera OK, l'accord avec Igor Tudor, donc Rudi Garcia serait licencié, puis après dans la foulée, ça sera la nomination, enfin il sera mis officiellement en tant que nouveau coach, bien sûr, de Naples, l'ancien coach de l'OM. Toujours tiens, avec un ancien coach également de l'OM, c'est Marcelino, et c'est officiel, devient le nouvel entraîneur de Villarreal. Je l'avais dit il y a quelques jours, ça c'est fait, parce que l'ancien coach de Villarreal a été licencié, c'était vendredi dernier, il y a 4 jours. N'oubliez pas que Villarreal, ils ont déjà licencié 2 coachs, Quique Sétienne au mois de septembre, qui a été viré, et l'ancien coach Pacheta, et maintenant c'est Marcelino, qui devient nouveau coach de Villarreal, c'est officiel. N'oubliez pas qu'il avait déjà coaché cette équipe de janvier 2013 à août 2016. On continue avec un autre coach, c'est Xabi Alonso, sera autorisé à quitter le Bayer Leverkusen l'été prochain en cas d'offre du Real Madrid, parce qu'on sait que le Real Madrid vont peut-être perdre Carlo Ancelotti, qui pourrait peut-être aller du côté de la sélection brésilienne. Il va falloir trouver son remplaçant. Ça pourrait être tout simplement Xabi Alonso, qui fait du taf énorme, un petit rappel, il a tout gagné à part un nul contre le Bayern Munich cette saison. Donc il possède une clause entre 15 et 18 millions d'euros. Bon, je pense pas que ça soit un souci, bien sûr, pour le Real Madrid, qui est au vert total dans les finances. Donc voilà, peut-être Xabi Alonso pour être le grand candidat pour remplacer Carlo Ancelotti. On va parler de Malick Thiaw, ne rejoindra pas la Mannschaft, donc le défenseur de Milan est récemment devenu papa, donc on le félicite, lui et sa copine, pour la naissance de son fils ou fille, je sais pas, il a eu, enfin c'est un garçon, une fille, bref, donc voilà, il ne sera pas avec la sélection allemande pendant cette trêve. On va parler, des clubs de Saudi Pro League 1 sont prêts à débourser 100 millions d'euros pour enrôler Bruno Fernandes. Le joueur, même le capitaine de Manchester United, pourrait filer du côté de l'Arabie Saoudite. Après, c'est quel club? Ça peut être Al Nasser, ça peut être Al Hilal, ça peut être Al Ahly, voilà, ça sera un des grands clubs, on va dire, saoudiens qui souhaiterait s'offrir Bruno Fernandes. Après, on verra ce que va décider le joueur portugais. Thiago Silva sur ses anciens coéquipiers du PSG et leur chance de gagner un jour la Ligue des Champions. L'a dit, mon rêve comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c'était de gagner la Ligue des Champions, je peux vous l'affirmer. Marquinhos a encore des chances, vu que Marquinhos joue encore au PSG. Mais c'est fini pour nous, que ce soit Neymar, Verratti ou bien sûr Thiago Silva, parce qu'il ne joue plus à Paris. Il a dit, Neymar aura certainement aimé rester, gagner la Ligue des Champions était son rêve du côté du PSG. On sait que ça n'a pas pu se faire. De toute façon, le PSG n'a toujours pas remporté, bien sûr, cette compétition qu'ils aspirent à gagner depuis quand même plus de 10 ans. Thiago Silva remet une autre couche aussi sur l'instabilité du PSG. Il a dit, nous avons joué la Ligue des Champions et nous n'avons pas gagné. Cela n'aurait pas dû nous empêcher d'avancer. Normalement, même un échec vous permet de progresser tout simplement. On a fait un pas en arrière et puis 2 en avant. Ce n'était pas comme ça au PSG. On faisait un pas en avant puis 3 en arrière quand il y avait une élimination. C'était vraiment très difficile. La pression était trop forte du côté de Paris. On se souvient tous les échecs, les humiliations qu'il y a eu il y a quelques années. Et c'est vrai que des fois,
des fois quand tu peux perdre en Ligue des Champions, puis revenir plus fort l'année d'après, puis au PSG, des fois il y a une élimination, une humiliation, et l'année d'après ça a été la même chose, en gros tu faisais un pas en avant et 3 points en arrière, et voilà, la pression était beaucoup trop forte. Il dit que la pression est beaucoup plus forte au PSG qu'à Chelsea, hein, parce qu'il dit quand il a rejoint Chelsea, Thiago Silva, il a dit quand je suis arrivé du côté de Chelsea, j'ai perdu ce poids de la pression, ce n'est pas parce que j'ai gagné la Ligue des Champions ici, hein, parce qu'il a remporté quand même la première année. Il quitte Paris, il arrive à Chelsea, il a gagné la première année qu'il arrive à Chelsea quand même, à Thiago Silva, donc la LDC. Mais je n'avais pas cette responsabilité, je me sentais plus léger, comme si un camion avait été ôté de mon dos. Hein, voilà, par rapport à cette pression énorme, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte à Paris les gars. La pression est peut-être la plus grande pression tout simplement au monde dans un club, hein, parce qu'on attend beaucoup bien sûr des joueurs du PSG. On va parler de Martin Odegaard, a raté les 2 derniers matchs d'Arsenal en première ligue. Il a été blessé, hein, enfin il est blessé actuellement en raison d'une commotion cérébrale après avoir été touché au visage avec un ballon pendant l'entraînement. Donc l'entraînement d'Arsenal, il a pris une grosse frappe en pleine tête et du coup il a dû louper comme les 2 derniers matchs, hein, Martin Odegaard, hein, voilà, pour dire que c'était plutôt grave quand même ce qu'il a eu. Donc il devrait revenir normalement, devrait faire ce retour après la trêve internationale de novembre. Donc là il est même forfait aussi avec les matchs de la Norvège là pour les 2 prochaines rencontres. Donc on lui souhaite un bon rétablissement, qui revienne le plus rapidement possible. La ville de Kinshasa pour accueillir la finale du trophée des champions opposant le PSG à Toulouse. Donc Kinshasa c'est en RDC, hein. Donc c'est une option, hein. J'ai pas dit que c'était sûr que ça soit là, c'est une option. Et une autre solution historique est sur la table, le stadium TFC. N'oubliez pas que ce trophée des champions à la base devait se dérouler, je crois que c'était en Thaïlande, c'était août dernier. Du coup celui qui a organisé le match, en gros il voulait plus. Et du coup la LFP ne savait plus où mettre ce match. Du coup il s'est toujours pas joué. N'oubliez pas que ce trophée des champions, vainqueur de la Ligue 1 contre vainqueur de la Coupe de France saison dernière. Donc Paris-Toulouse pourrait se jouer à Kinshasa ou peut-être au stadium, hein, le stade du TFC. Luna, donc le gardien actuel du Real Madrid, n'a toujours pas reçu d'offre de prolongation par le Real Madrid en fin de contrat en juin prochain. Le portier de 24 ans sera libre de négocier dès ce mois de janvier. N'oubliez pas qu'actuellement il remplace Kepa qui est blessé. Il remplace également Courtois, quand Courtois bien sûr est apte à jouer. Donc c'est vrai que Luna devrait normalement quitter le Real Madrid parce que lui il a envie de jouer. Bon là il joue parce que les 2 gardiens sont blessés, mais voilà, on pense qu'il peut vraiment gauler dans une très belle équipe parce qu'il a de grosses qualités Luna. Mais vu qu'il y a une énorme concurrence, il a très peu de temps de jeu du côté du Real Madrid. Retafe envisage de prolonger le prêt ou de négocier avec Manchester United pour recruter Mason Greenwood, hein, ce joueur qui est arrivé, hein, du côté de Retafe. Donc voilà, Retafe aimerait tout simplement le conserver et peut-être l'avoir à 100% ce joueur Mason Greenwood. Adrien Thomasson envoie une petite pique à Eli Wahi, hein, donc l'attaquant lensois. Il a dit il faut être derrière lui, il ne faut pas le lâcher. Il a vraiment des qualités incroyables, on le voit tous les jours à l'entraînement. Parfois quand on fait des séances vidéo, on sent qu'il a des moments d'absence, hein, sur le terrain comme avec un enfant. Il faut tout le temps être derrière lui. Il peut tellement nous apporter que c'est pour son bien. Il y a des joueurs qui arrivent à maturité rapidement, mais il peut bien correspondre à notre façon de jouer. Donc voilà ce que dit Thomasson, vraiment qu'il faut être toujours derrière Eli Wahi, que ce soit l'entraînement au match, parce que des fois il a la tête ailleurs. Voilà. Donc après on sait qu'il est tout jeune, hein, il a seulement 20 ans les gars, le jeune Eli Wahi, et voilà, comme il fait une belle saison, il a déjà fait une grosse saison dernière à Montpellier, puis là il a déjà marqué quelques buts quand même du côté de Lens, donc quelques-uns je crois en LDC. On va parler d'un attaquant, donc lui c'est panne sèche, hein, c'est Jonathan David. Donc sur ses 10 derniers matchs, c'est simple, 0 but, hein, pour un attaquant. On sait que c'est très important de marquer, hein, quand on enchaîne des 3-4 matchs d'affilée sans marquer pour un numéro 9. C'est pas une bonne spirale, lui il a plus de 10 matchs sans marquer, Jonathan David. Donc la confiance n'est pas du tout bonne, hein, pour le numéro 9, Lillois. Megan Rapinoe indique que sa blessure pour son dernier match en tant que joueuse professionnelle est la preuve que Dieu n'existe pas. Parce qu'en gros, elle jouait le week-end dernier, là, son dernier match. C'était son dernier match de sa carrière. Et en gros, elle s'est blessée au bout de 3 minutes de jeu. Et elle a dit, hein, je ne suis pas une personne religieuse ou quoi que ce soit. Et s'il y avait un Dieu, c'est la preuve qu'il n'y en a pas. Hein, parce que c'était son dernier match. Elle voulait jouer le match entier. Puis elle s'est blessée au bout de 3 minutes de jeu. Donc voilà ce qu'elle a pu dire, hein. Megan Rapinoe, une joueuse qui a remporté quelques ballons d'or. Féminin bien sûr, hein. Donc on continue avec seuls 2 clubs sont encore invaincus dans le top 5 européen. Il y a une équipe française, c'est l'équipe de Nice, hein, qui n'a toujours pas perdu dans les 5 gros championnats en Europe, et aussi le Bayer Leverkusen. Sinon toutes les autres équipes ont perdu moins une fois en championnat. Donc là c'est dans les 5 plus grosses ligues, hein, mais si on rajoute les 10 plus grosses ligues européennes, il y a aussi d'autres clubs, hein, comme l'équipe du PSV, hein, aux Pays-Bas les gars, c'est 12 matchs 12 victoires, il n'y a même pas nul, hein. Ils ont tout raflé, hein, du côté de l'Eredivisie. Le Celtic Glasgow aussi qui n'a toujours pas perdu dans leur championnat, et l'équipe il y a qui d'autre, et le Bayern, le Bayern je crois qu'ils ont perdu, non ils n'ont pas perdu, mais c'est sûr que ça n'a pas été ajouté là sur cette info, donc bref, voilà, concernant cette info. On continue avec l'Olympique de Marseille, la pire équipe de Ligue 1 à l'extérieur
l'extérieur avec seulement 2 points de gagné. C'est vrai que c'est pas faux. Pourtant, la saison dernière, c'était l'une des meilleures équipes en déplacement, l'équipe de Marseille. Cette saison, c'est seulement 2 petits points gagnés à l'extérieur. Même Lyon fait mûr, ils en ont pris 3 contre l'équipe de Rennes à l'extérieur. Ils ont plus de points que l'OM à l'extérieur, seulement 2 depuis le début de la saison. Victor Osimhen, je n'ai jamais pensé à partir l'été dernier car Naples voulait me garder, mais lorsque l'offre de l'Arabie Saoudite est arrivée, elle était énorme en termes d'argent. Il pouvait toucher peut-être 3, 4, 5 fois plus que ce qu'il touchait du côté du Napoli. Ça l'a beaucoup fait réfléchir. C'était difficile à rejeter. J'ai parlé à Naples et j'ai décidé de rester. Mais voilà, il aurait pu partir là-bas et je pense qu'il recevra encore des énormes offres. L'été prochain, il décidera quelque chose d'autre, on ne sait pas. Mais c'est vrai que quand tu peux faire le même boulot et gagner 5 fois plus, ça peut te faire réfléchir. Donc voilà, concernant Victor Osimhen. On va parler de Valentin Rongier, a été opéré avec succès, il sera absent 3 mois minimum. Donc allez, il a mis ça sur ses réseaux sociaux, opération terminée, tout s'est très bien passé, place à la rééducation. Et on se voit très vite sur les terrains, merci à tous pour vos messages. Donc on lui souhaite un très bon rétablissement, ce joueur, pour moi tellement sous-coté, le joueur de l'OM. Tiens, en parlant toujours de l'OM, donc la commission d'appel de la FFF se réunira à nouveau le 21 novembre prochain pour l'Olympico, donc à la demande de Lyon, parce qu'on sait que déjà le match devait se rejouer, tout ça, mais Lyon a fait appel, et du coup, quand quelqu'un fait appel, il doit y avoir de nouveau une réunion, donc ça sera le 21 novembre prochain, la semaine prochaine qu'il y aura cette réunion du rappel. Donc voilà, en gros Lyon veut tout simplement que Marseille soit sanctionné par rapport à ce qui s'est passé lors du caillassage de bus, parce qu'actuellement Marseille n'a rien eu, et n'a rien actuellement, c'est officiel, parce que ça s'est passé en dehors du stade Vélodrome et pas dans l'enceinte du stade. Âgé de 19 ans, Raul Neves n'a marqué que 2 buts en professionnel avec Benfica. Donc il en a marqué un, c'était avant-hier. Égalisation face au Sporting à la 94e minute. Je ne sais pas si vous avez suivi, Benfica Sporting ce week-end, c'était fou. Sporting menait 1-0 à la 93e. Donc ils ont gagné 2-1 le Benfica, grâce à lui déjà qui égalise à la 94e. Puis après un autre buteur du côté du Benfica. Et son autre but qu'il a inscrit, parce qu'il a marqué 2 buts en pro, c'était également contre le Sporting à la 94e minute. C'était également en 2023, c'était le 21 mai dernier. Donc voilà, concernant ce joueur, les gars qui marquent, il a marqué 2 buts dans sa carrière à chaque fois en fin de match contre le Sporting. Et toujours sur ce Benfica Sporting avec 2 buts inscrits dans les dernières secondes du match, il y a un supporter qui est rentré sur la pelouse et Nicolas Otamendi est un fan du Benfica après le but. Otamendi a levé tout simplement le supporter après le but inscrit à la 97e minute et le but du 2-1. Chelsea face au Big 6 du côté de l'Angleterre, c'est 4 matchs, 11 buts. Par exemple, on a passé 4 comme un City ce week-end. Et face aux autres, donc c'est-à-dire aux équipes moins fortes, c'est 8 matchs, 10 buts. On a l'impression qu'ils sont faibles face aux faibles et forts face aux forts. C'est vrai qu'il ferait la même chose avec les faibles, il serait dans les premières places, cette équipe de Chelsea. On continue, vu que là actuellement c'est la trêve internationale, on va revenir sur les 5 gros championnats avec les classements meilleur buteur, meilleur passeur. Tout d'abord en première ligue, meilleur buteur c'est Erling Haaland qui a 13 buts, c'est le meilleur buteur actuellement. Voilà, au 14 novembre, devant Salah qui est déjà à 10 buts, Salah, Hugminson 8 buts. On peut voir aussi cette fois-ci classement des meilleurs passeurs, c'est Pedro Neto, le joueur de Wolverhampton avec 7 passes D qui est le meilleur passeur du côté de l'APL. Du côté de la Liga, le meilleur buteur c'est Jude Bellingham, 10 buts après. Il y a Griezmann qui est deuxième ex aequo avec Moreno. Griezmann est à 8 buts inscrits, c'est pas mal. On peut voir Lewandowski qui est à 7 buts, Morata ou même Mayoral qui est un attaquant de Retafe, meilleur passeur, ils sont 3, donc Nico Williams, Niguez et Diego Rico. Du côté de la Liga, le meilleur buteur c'est Mbappé, 13 buts avec son triplé bien sûr, il a pris l'avantage largement sur Akor Adams, l'attaquant de Montpellier qui est à 7 buts. Et meilleur passeur, ils sont beaucoup les gars, il y a pas mal de joueurs qui sont à 4 buts comme Achraf Hakimi, Simon Sotoka, Zegrova, Enrique ou même Ousmane Dembélé, ils sont tous à 4 passes décisives. Du côté de la Bundesliga, le meilleur buteur sont 2 en plus les gars, c'est quand même énorme. Guirassy, rien qui jouera en Ligue 1 les gars, il sera actuellement meilleur buteur devant Mbappé. De Guirassy c'est 15 buts, mais le premier c'est bien Harry Kane, 17 buts, c'est un record, jamais après, je crois qu'on a 11 journées du côté de la Bundesliga, jamais un joueur avait inscrit autant de buts que Harry Kane. Un petit rappel, saison dernière, les meilleurs buteurs sur l'ensemble des 34 journées de Bundesliga, c'était Füllkrug et Nkunku, ils avaient fini avec 16 buts. Et là, Harry Kane déjà 17 buts. Un but de plus, alors qu'on est à un tiers seulement du championnat. Et les meilleurs passeurs, donc en tête, c'est Xavi Simons, 7 passes D. Puis après, on peut voir plein de joueurs. Boniface, Harry Kane. Harry Kane, il a fait aussi 5 passes D, c'est fou. Donc voilà. Du côté de la Serie A, meilleur buteur, c'est Lautaro Martinez, 12 buts. À Giroud, les gars, deuxième comme Giroud, 7 buts. Et du côté des meilleurs passeurs D, c'est un Français, c'est Marcus Thuram, actuellement le meilleur passe D, avec 5 passes décisives. Et on finit, les gars, cet épisode, vu qu'on parlait de l'Italie, là. De Thuram, on va parler du magnifique but, je ne sais pas si vous l'avez vu, on finit en plus avec ça aujourd'hui. Magnifique but de Federico Di Marco face à Frosinone, c'était dimanche, distance 56 mètres, on peut le voir là tout en haut. C'est le défenseur gauche de l'Inter, donc il a tenté une frappe.
du pied gauche. Et c'est parti, ça a lobé le gardien tout simplement de Frosinone. Magnifique but de Di Marco. Il y en a de temps en temps des buts comme ça qui sont inscrits en milieu de terrain. Et ben voilà, le dernier en date, ça a été celui inscrit par le défenseur italien. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain Zapima. Je vous laisse, je vous souhaite un bon mardi et à demain.